Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver en ce lundi 24 août. Soyez les bienvenus sur Monaco Info, voici les titres. Direction les Alpes de Haute-Provence et plus précisément à Faucon du Caire. Le prince Albert II y est allé pour la consécration de la chapelle Sainte-Dévote. Nous irons dans les coulisses du tournage d'une grosse production qui s'est installée cette semaine en principauté, le préquel d'Ocean Eleven avec Bradley Cooper et Margot Robbie. L'invité du jour, Cyril Gomez, le directeur général adjoint du musée océanographique, reviendra sur le succès de l'exposition Méditerranée 2050 avec 1 million de visiteurs en 17 mois. Coup de projecteur sur les hôtesses et les hôtes d'accueil durant cette saison estivale. Et enfin, la rentrée approchant, quelles sont les dernières tendances vestimentaires? La réponse dans quelques instants. Le prince Albert II s'est rendu ce matin à Faucon du Caire dans les Alpes de Haute-Provence, une visite placée sous le signe de l'histoire et de la spiritualité, comme nous l'explique Christina Petit-Thomel. Elle était sur place avec Julien Laugier, reportage. Un lien historique, religieux et patrimonial unit désormais Monaco à Faucon du Caire. Le souverain a été accueilli dans ce petit village des Alpes de Haute-Provence à l'occasion de la consécration d'une chapelle entièrement restaurée par des bénévoles. Accueil républicain sur le parvis, puis inauguration. L'édifice porte désormais un double nom, celui de Sainte-Dévote et celui de Saint-Jean de Matha. Vous voyez qu'on est en plein champ de pommiers avec de la pomme des Alpes tout autour de nous et c'est pour ça que la symbolique est très forte et créera un lien pour l'avenir. Il faut savoir que cette chapelle a été refaite grâce à une association et à des bénévoles qui ont remonté pierre par pierre, sans plan, sans image même de cette chapelle. Après un mot d'accueil du maire de la commune, le souverain a assisté au dévoilement du panneau informatif avant de poser aux côtés de ceux qui ont mené à bien ce chantier, car il y a encore quelques années, l'édifice n'était qu'un tas de pierres. C'est grâce à la mobilisation d'une association locale que la chapelle a pu renaître après 2 ans de travaux. Elle venait de passer un siècle dans l'oubli complet. Elle ne servait plus que de pierrier parce qu'en 1930, la foudre est tombée sur le clocher-mur et a fait s'écrouler la voûte en pierre. Donc tout est tombé à l'intérieur. Il n'y avait plus que des murs de 1,70 m, 1,80 m et des pierres à l'intérieur et des ronces, puisque ça faisait 100 ans que c'était abandonné. Et donc on a dit on va la remonter. Donc ça a été un très gros travail. On a eu tout de suite un élan de bénévoles retraités des villages environnants. La matinée s'est ensuite poursuivie par la cérémonie religieuse, une cérémonie marquée par la présentation des reliques de Sainte-Dévote et de Saint-Jean de Matha. La chapelle a ensuite été bénie avant que soit célébrée la toute première messe, une cérémonie retransmise d'ailleurs en direct sur écran géant. Mais au-delà de la pierre, c'est aussi une histoire spirituelle que ce lieu raconte aujourd'hui. Sainte-Dévote vient par la Méditerranée comme une pauvre, rejetée, comme celle qui attire la grâce de Dieu alors qu'elle n'est rien, j'allais dire comme Sainte Bernadette. Et Saint-Jean de Matha, c'est celui qui franchit la Méditerranée pour aller libérer les esclaves, les personnes prisonnières. Et d'une manière générale, les trinitaires sont ceux qui libèrent, qui demandent au Seigneur de libérer aussi bien de l'addiction que de la prison. Enfin, et je trouve que ce lien entre Dieu et les plus pauvres, c'est quelque chose de très important. Car Sainte-Dévote n'est pas une figure comme les autres pour la principauté. Elle est la protectrice de Monaco et en lui rendant hommage ici, à Faucon du Caire, c'est ce lien qui prend alors tout son sens. Sainte-Dévote nous a été donnée. La principauté n'est pas allée la chercher, elle ne l'a pas choisie, elle s'est pas organisée. Elle a reçu la visite du corps de Sainte-Dévote. Les princes en ont fait la sainte patronne, donc ce n'est pas une propriété exclusive. Et avec la Corse, nous partageons ce patronage et nous sommes heureux que Sainte-Dévote sorte encore un peu plus des frontières monégasques pour avoir cette chapelle magnifique, entièrement restaurée par 12 personnes. Ici, il n'y avait rien, il y avait la terre et 2-3 pierres qui émergeaient. Donc, je trouve que c'est beau et un beau signe d'espérance aussi. Si vous m'aviez dit il y a quelques années que je viendrais à Faucon du Caire pour la consécration d'une nouvelle chapelle, j'aurais eu du mal à vous croire. Mais c'est formidable, mais c'est extraordinaire, cette volonté de valoriser le patrimoine comme ça. C'était vraiment une petite chapelle en ruine, et grâce à cette association, et grâce à ses bénévoles, elle reprend vie. Elle a été consacrée aujourd'hui, consacrée
à Sainte-Dévote et à Saint-Jean-de-Mata, mais c'est un lien extraordinaire et particulier de plus avec la principauté, et grâce à Sainte-Dévote, et on est très heureux de voir cette belle réalisation aujourd'hui. La matinée s'est achevée dans la musique autour d'un instant convivial réunissant habitants, autorités et bénévoles. Un moment de partage et de communion à l'image de cette journée. Aussitôt les installations de la Vuelta retirées, le port Hercule accueille une nouvelle activité depuis ce lundi matin. L'acteur et réalisateur américain Bradley Cooper pose ses valises en principauté pendant 5 jours pour le tournage de son nouveau film, un préquel d'Ocean Eleven. Nous sommes allés en catimini aux abords des lieux de cette grosse production hollywoodienne. Le reportage d'Alexandra Pani et Alexandra Paolini. Sur le port Hercule, un va-et-vient inhabituel intrigue les passants. Après Emily in Paris en juin dernier et prochainement A White Lotus, la principauté accueille durant 5 jours le tournage d'une nouvelle production hollywoodienne de la Warner Bros. Décors, véhicules et figurants en tenue nous plongent en plein Grand Prix de Monaco en 1962. Un tournage en plein air qui suscite déjà la curiosité. Io sono molto eccitata, adoro Bradley Cooper, mi piace tantissimo tutta la saga di Ocean Eleven et insomma è un onore. On n'a pas tous les jours une grosse production américaine à côté. Enfin, j'habite pas à Monaco, moi j'habite à Roquebrune, mais voilà, je suis juste venue voir un peu à quoi ça ressemble et je repars. All the streets were blocked and there were some fancy old school cars going around. It was really loud and nice. I don't know what to expect, but it's looking good already. Monaco, de nouveau terre d'accueil des grands tournages cinématographiques. Bradley Cooper derrière et devant la caméra pour ce préquel de la saga Ocean Eleven qui devrait sortir en juin 2027. L'intrigue se concentre sur les parents de Danny Ocean et impliquera un braquage d'un yacht d'un milliardaire. À l'affiche, l'on retrouvera également Margot Robbie et Monica Barbaro, que vous pourrez peut-être apercevoir dans les rues monégasques durant cette semaine. Un tournage qui aura des incidences sur la circulation piétonnière et automobile, le stationnement et les transports en commun jusqu'au 28 août. Anticipez donc vos déplacements avec l'application Your Monaco ou sur le site du gouvernement princier. Le gouvernement va déployer un programme pluridisciplinaire qui vise à sensibiliser les jeunes Européens face à la désinformation. Un programme en coordination avec le Conseil de l'Europe, le Point d'Orgue, une conférence internationale à Strasbourg les 9 et 10 novembre, accessible aux Monégasques entre 18 et 30 ans. Florian Botto, l'un des coordinateurs du programme, explique en détail le contenu de la conférence au micro d'Alexandre Olivier et Jean-Alexandre Dordet. Ça permettra à des jeunes monégasques de participer à des échanges internationaux sur ces sujets particulièrement importants et ils pourront prendre part à une conférence à laquelle participeront des experts, des journalistes, des influenceurs, des youtubeurs et également à des ateliers interactifs où ils pourront réfléchir collectivement à la recherche de solutions pour lutter justement contre la désinformation. Les jeunes sont vulnérables, ils sont des grands consommateurs de réseaux sociaux et ils sont l'avenir de nos sociétés. Donc nous devons leur donner les outils, leur faire confiance et c'est aussi le rôle des gouvernements et des experts de les guider dans la recherche de l'information juste, d'une information fiable et nous sommes aussi à leur écoute parce que étant consommateurs de ces réseaux sociaux, ils ont aussi eux-mêmes une vision et des propositions que nous devons endosser pour assurer une information de qualité et qui soit la plus sûre possible. Il y a un besoin parce que l'information guide nos vies, guide notre participation démocratique, guide nos réflexes, nos habitudes, nos comportements envers autrui. Donc le besoin d'éducation est réel et le besoin de disposer d'une information sûre, de qualité et fiable est également réel. Pour les jeunes qui sont intéressés, les informations sont disponibles sur le site du Conseil de l'Europe, sur la page « Les jeunes contre les informations » qui est le titre de l'événement. L'événement sera à Strasbourg les 9 et 10 novembre et l'inscription est ouverte jusqu'au 1er septembre. N'hésitez donc pas à vous inscrire. 1 million de visiteurs au musée océanographique, moins d'1 an et demi après son ouverture. C'est le cap franchi par l'exposition Méditerranée 2050. Pour éviter ce beau succès, Sarah Inkari est en duplex avec le directeur général adjoint de l'Institut océanographique de Monaco. Voici leur entretien. Cyril Gomez, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de nous accorder cette interview à l'occasion de ce cap franchi, 1 million de visiteurs.
C'est 1 million de personnes sensibilisées à la protection de la Grande Bleue. Alors forcément, c'est une satisfaction pour vous? Ah oui, évidemment. Et c'est une satisfaction d'abord parce que cette exposition rencontre le succès qu'on espérait. Et puis surtout, on fait appel à un organisme de sondage pour tester un petit peu si les messages qu'on souhaite porter en faveur de la protection de l'océan et de la Méditerranée en particulier sont bien reçus. Et les résultats sont très encourageants. Et donc, on s'en réjouit avec une bonne appropriation des enjeux liés à la Méditerranée. Et surtout, apparemment, on provoque une envie d'agir au-delà de l'exposition, donc on est très satisfait de ces résultats. D'ailleurs, vous dites que l'action passe par la connaissance et la connaissance par l'émotion. C'est dans cette logique qu'a été pensée l'exposition? Exactement. Je crois qu'avec la canicule qu'on vit cet été, sur terre et sur mer aussi, puisque je vous rappelle qu'en Méditerranée, on a encore battu un record cette année avec 27 degrés de température moyenne. On n'a plus besoin de messages anxiogènes, on est déjà dans un scénario qui est très préoccupant. Et notre objectif avec Méditerranée 2050, c'était de faire passer un message d'espoir, un message positif pour montrer finalement un futur désirable, peut-être un peu utopique, mais une utopie, c'est toujours quelque chose qu'on espère voir se réaliser. Et Méditerranée 2050 offre cette perspective-là, pleine d'espoir, d'une Méditerranée régénérée, si tant est qu'on prenne les bonnes décisions aujourd'hui. Voilà, l'espoir c'est très important pour avancer. Et vous l'avez un petit peu évoqué, donc vous avez lancé une enquête auprès du public. Qu'est-ce qui en est ressorti plus précisément ? Alors vraiment, il en est ressorti d'abord quelque chose d'important pour nous, c'est que le travail de traduction qu'on fait des constats scientifiques pour le grand public est bien assimilé. Et ça, on a un taux d'assimilation de l'ordre de 98%, donc notre message passe bien et ça, c'est important. Le deuxième sujet vraiment qui est important pour nous, c'est que 60% de nos visiteurs ressortent en disant « mais j'ai envie de faire quelque chose ». Et ça, pour nous, créer cette émotion avec l'aquarium, avec l'installation immersive, avec le dispositif d'engagement, c'est justement donner cette envie, parce que comprendre c'est une chose, avoir envie d'agir c'est souvent un autre moteur et c'est le moteur de l'émotion. Et finalement notre institut de sondage et l'enquête que nous menons auprès de nos visiteurs confirme qu'on a fait des choix qui fonctionnent de ce point de vue-là et on espère que les gens, une fois rentrés chez eux, feront effectivement attention à la mer Méditerranée, intégreront l'océan dans leur choix notamment de consommation. Et la technologie a eu tout son rôle à jouer dans cette exposition, en particulier dans la création d'Océano Odyssée Mission Pélagos, cette expérience immersive. Oui, on avait un rêve avec toutes les équipes du patrimoine, des expositions, de la technique, c'était de transformer notre salle de la baleine en grand sous-marin pour aller visiter les écosystèmes de la Méditerranée. Et pour ça, effectivement, on a fait appel à des créatifs, artisans d'idées, qui ont créé cette installation qui mobilise 27 projecteurs, donc vraiment quelque chose d'assez monumental, d'assez immersif, et qui a reçu 2 prix internationaux. Donc on en est vraiment très fiers. Le Monde ODR, qui est un prix qui récompense au niveau mondial les meilleures installations immersives et numériques. Donc on l'a reçu cette année à Las Vegas et on a aussi reçu le Red Dot Awards qui lui souligne plutôt la qualité d'ensemble du design de notre installation. Donc au-delà de notre satisfaction et du rêve qu'on a réalisé, on a une reconnaissance des professionnels du secteur qui invite tous les visiteurs à venir découvrir cette merveilleuse installation. Et la sensibilisation dépasse les murs du musée. L'expérience, elle s'est installée au cœur du nouveau quartier monégasque d'Europa Park en Allemagne. Oui, tout à fait. Pour nous, c'est très important. On a utilisé Océano Odyssée, on l'a un petit peu modifié pour en faire une cartouche finalement de 3 minutes au sein du pavillon de Monaco d'Europa Park. Ça veut dire que pendant 3 minutes, on a l'opportunité de parler de la Méditerranée et de ses enjeux de protection à environ 1,5 million de visiteurs par an. Donc c'est encore une approche qui nous permet d'utiliser notre savoir-faire de la Principauté de Monaco et de l'Institut océanographique pour sensibiliser le plus grand nombre et essayer de déclencher cette envie et cette prise de conscience que l'océan il est important pour tous, y compris pour les terrestres,
les gens qui vivent loin du littoral, et que le protéger, c'est protéger l'humanité. Bien, le message est passé. Merci beaucoup Cyril Gomez d'avoir accepté notre invitation sur Monaco Info. Merci beaucoup. La direction du tourisme et des congrès de Monaco recrute chaque année des hôtes et hôtesses d'accueil pour la saison estivale. Nous sommes allés à leur rencontre dans l'un des points d'information les plus animés, situé sur le Rocher, devant la cathédrale. Alexandra Pagny et Jean-Alexandre Dordet. Bonjour. Un sourire et une oreille attentive, prêts à répondre à la moindre interrogation sur la principauté. Ils ont la vingtaine et ont choisi comme job d'été de renseigner les vacanciers dans les 5 points d'information mis en place par la direction du tourisme et des congrès. Je suis en école de commerce à Nice et donc ici ça me permet aussi de me faire des sous l'été. C'est la 2e année et notre mission c'est de guider les touristes, de les aider s'ils ont des questions, etc. De leur proposer un parcours aussi tout au long de leur journée pour que ce soit le plus simple pour eux. Ils sont une 50aine cette année, hôtes et hôtesses, à avoir été recrutés pour cette saison estivale du 15 juin au 31 août. Il leur est demandé donc une parfaite connaissance de la principauté, ensuite de parler l'anglais très bien et ensuite une autre langue étrangère qui est souhaitée pour pouvoir donner des informations à tous les touristes qui viennent tout au long de la journée et tout au long de l'été. Nous avons 5 points d'information ouverts cette année, l'Office du tourisme, la gare, le kiosque du jardin exotique en face du parking des Salines, un chalet sur le quai Albert Ier et également ici un kiosque solaire en face de la cathédrale sur Monaco-Ville. Si vous aussi souhaitez postuler pour la saison prochaine, les avis de recrutement sont diffusés dans le journal officiel de Monaco en février. À vos CV. En bref, le championnat de foot de Ligue 1 a repris ce week-end et l'AS Monaco a réussi sa rentrée avec une première victoire à l'extérieur en battant le Havre 1-0. En ce qui concerne toujours la Ligue 1, 2 gros matchs attendent les Monégasques, à commencer par ce dimanche pour la 2e journée du championnat au Stade Louis II face à Marseille. Et le vendredi 4 septembre, pour la 3e journée, l'AS Monaco se déplacera pour affronter le PSG. Mais plutôt dans le temps, ce jeudi, au Louis II, il y aura le match de barrage retour en UEFA Conference League face au club polonais Górnik Zabrze. Monaco, au match aller, l'a emporté 3-2. À l'heure de la rentrée, les dressings se renouvellent avec de nouvelles couleurs, matières et silhouettes. L'élégance française reste au cœur de la tendance. Découvrez les styles à adopter cette saison dans ce reportage signé Vanessa Dessy sur des images d'Alexandra Paolini. Depuis plusieurs décennies, Gérard Darel cultive une allure française élégante et décontractée. La maison privilégie des silhouettes féminines, des coupes modernes et des pièces pensées pour durer. La marque Gérard Darel, c'est le chic parisien, contemporain. Et ce sont des pièces qu'on peut porter n'importe quel endroit. Vous pouvez très bien porter une pièce à Monaco, comme à Paris, et ça reste toujours du chic très classique. Vous pouvez toujours associer une pièce de la collection précédente avec quelque chose de la nouvelle collection. Les matières chez Gérard Darel, ce sont toujours des belles matières parce que des belles matières font une tombée sublime sur une robe, un costume, sur un pantalon. Donc on travaille beaucoup avec du lainage, cachemire, du cuir, coton, de la soie. Toutes les belles matières qui font qu'après le produit tombe facilement et très joliment. Pour cette rentrée, le chic décontracté s'impose avec des silhouettes à la fois amples et structurées. Les tons chauds et naturels s'associent à des teintes plus profondes pour une allure contemporaine. La rentrée de 2026, on est basé beaucoup sur du camel, du bordeaux, olive, bleu marine. Il faut une robe, le blazer, le costume, bien sûr le jean Anna, le fameux pièce de Gérard Darel, qui n'a pas un sac 24 heures, qui est toujours pratique. Les pièces essentielles aujourd'hui, ce sont des pièces que vous pouvez moduler à votre guise pour vous sentir toujours bien. Et puis surtout, c'est du décontracté. Ça peut être porté chic avec un autre accessoire. Une rentrée placée sous le signe de l'élégance et du confort, avec des matières raffinées, des coupes actuelles et des pièces faciles à porter.
Ce journal est terminé. Les photos de fin de Manuel Vitali et Stéphane Dana sont consacrées à l'événement qui a eu lieu ce week-end, le départ de la Vuelta à Monaco à l'occasion des 150 ans de relations diplomatiques entre la Principauté et l'Espagne. À suivre, la météo d'Alexandra Pagny, sans oublier les experts foot de Frédéric Hélion, accompagné aujourd'hui de Jean-Luc Ettori. Ce journal est terminé. On se retrouve mardi pour une nouvelle édition. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur Monaco Info. À demain. Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce début de semaine pour les prévisions météo. Ce mardi 25 août, des orages sont possibles dans la nuit, mais des éclaircies seront à prévoir dès le début de la matinée. La journée sera largement ensoleillée avec une légère brise. Les températures seront situées entre 22 et 27 degrés. Le soleil se lèvera à 6h44 et se couchera à 20h20. Ce 25 août, nous aurons une pensée pour les Louis. Passez une belle soirée en notre compagnie sur Monaco Info.